Bonjour et puis merci de m'avoir permis d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, je vais partager mon écran pour... donc, j'aurais aimé partager mon écran ou c'est vous qui allez présenter mes diapos? Partagez votre écran avec les diapositives, ça va être plus simple, tout simplement. Je crois qu'on va procéder comme ça. Parfait. Alors, OK. Donc, voilà. Donc, vous avez vu que c'est un titre assez spécial pour ouvrir quand même cette conférence, donc une transformation numérique inclusive de l'éducation. En fait, comme j'ai des instincts d'ancienne professeure d'université, je vous ai fait un petit plan de présentation. Puis, en introduction, évidemment, je vais vous rappeler pourquoi j'ai choisi ce titre-là et pourquoi je pense que c'est important de commencer aussi cette présentation avec cette idée d'inclusion. Alors, voici donc l'introduction, bref, présentation, si vous voulez bien, du Conseil supérieur de l'éducation, qui n'est pas très connu, pas aussi connu que je souhaiterais finalement. Équité de genre en éducation aux études supérieures, équité de genre en numérique. Et je vous rappellerai aussi ce que le Conseil supérieur de l'éducation fait en numérique. Alors, au niveau du rationnel, alors vous savez qu'en 2018, on a eu un plan d'action numérique en éducation, en enseignement supérieur, très ambitieux. Et en avril 2019, on avait aussi un cadre de référence, la compétence numérique. Au cœur de ce cadre de référence de la compétence numérique, vous avez la notion de citoyen éthique, qui est vraiment au cœur de toutes les autres compétences. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment assurer la compétence finalement citoyen éthique si la moitié des citoyens, c'est-à-dire les citoyennes, ne sont pas représentés de façon équitable. Alors, c'est le rationnel de ma présentation aujourd'hui. Alors, brièvement, je vais vous présenter aussi le Conseil supérieur de l'éducation. Alors, le Conseil supérieur de l'éducation, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ou pas autant qu'il se doit, selon moi, alors ça a été créé en 1964 par Paul Gérin-Lajoie, qui, à ce moment-là, avait créé aussi le ministère de l'Éducation. Et dans son esprit, à Paul Gérin-Lajoie, le Conseil supérieur de l'éducation était là pour représenter la société civile et donc donner des orientations au ministère de l'Éducation, mais aussi donner des conseils quant aux orientations que le ministère choisissait de prendre, donc de refléter vraiment les besoins de la société civile en éducation. Alors évidemment, on collabore avec les deux ministres, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, et on les conseille sur toutes questions relatives à l'éducation. Les champs d'intervention, c'est extrêmement vaste. On couvre de la prématernelle jusqu'à l'université inclusivement, bien sûr. On couvre aussi la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit au niveau collégial, au niveau universitaire. On a aussi la formation continue à les établissements publics, privés. Et donc, c'est vraiment un champ d'intervention, des champs d'intervention très, très larges. Le conseil en bref, c'est un extrait de notre plan, de notre rapport annuel de gestion. Donc, on se veut un organisme renouvelé. On l'a dit, on est là comme conseiller depuis 1964. On a 22 membres qui constituent la table du conseil, qui représentent encore une fois toute la société civile. On a un ancien recteur, on a une directrice de collège, on a un enseignant de mathématiques au primaire, on a un enseignant de français au niveau collégial, des parents. Vraiment, c'est toute la table, toute la société civile est représentée. On a cette instance qui compose aussi, qui nous assiste dans nos décisions, puis je reviendrai un petit peu plus tard. On a donc dans les productions, mais ça c'est en 2019-2020, l'année prochaine se veut encore plus ambitieuse. Alors, on a produit des avis de notre propre initiative. On a aussi des publications lorsqu'on doit donner des avis sur les changements de règlement. On a des études et recherches. Alors, je reviendrai aussi là-dessus, mais c'est une nouvelle forme de publication qu'on a au niveau du Conseil supérieur de l'éducation. On a 34 employés. Maintenant, on a 108 membres bénévoles qui constituent les instances du Conseil. Alors, voilà la composition du Conseil. La table du Conseil, 22 membres. On a un comité sur l'état des besoins d'éducation. Et ce comité-là est extrêmement important parce qu'à tous les 2 ans, on est tenu par la loi de donner au ministre de l'Éducation un rapport justement sur
un certain thème. Et le thème sur lequel on travaille depuis 2 ans, c'est l'éducation et le numérique. Alors, d'où notre grand intérêt dans tout ce qui concerne le numérique. On a aussi une commission d'enseignement, comme je disais, primaire, secondaire, collégial, universitaire, formation continue. Et on vient de créer un tout nouveau comité interordre de la relève étudiante. Donc, que des étudiants et des étudiants. Donc, comme je disais, plus de 34 employés qui travaillent pour nous. Et c'est la façon de fonctionner au niveau du conseil. Je pense que c'est vraiment superbe d'en faire état. On a, bien sûr, ce n'est pas un organisme de recherche, mais on se base sur les savoirs savants, donc des écrits, des études scientifiques. Les membres de la permanence ont des maîtrises et doctorats et font vraiment des recherches superbes au niveau de tout ce qui est études scientifiques. Mais on n'arriverait pas à produire ce qu'on produit finalement simplement sur cette base-là, parce qu'on a aussi les savoirs d'expérience et toutes les délibérations démocratiques au sein de nos instances qui permettent de donner la couleur du Québec sur chacun de nos avis. Alors, avec un vécu, avec une expérience des membres de nos instances. Je vous montre ici quelques documents qui concernent seulement le niveau universitaire, paru depuis 1 an. Jeudi dernier, on a produit un mémoire concernant le chantier sur l'Université du futur. Alors, je vous invite à aller le consulter. C'est la position du Conseil après avoir consulté 4 de ces instances. On a aussi publié, suite à une demande du ministre de l'Éducation, un autre avis en juillet 2020, donc les cheminements rapides dans les études universitaires au Québec, et enfin, un autre concernant vraiment la formation universitaire dans son ensemble. On arrive à l'équité genre en éducation et aux études supérieures. Alors, le Conseil s'est penché depuis très longtemps sur des problèmes, finalement, qui touchent l'éducation, les études supérieures en ce qui concerne la représentativité de genre. En ce qui concerne les hommes, bien sûr, la question de la persévérance aux études est au cœur des préoccupations des acteurs du milieu, des experts et du Conseil. Mais en ce qui concerne les femmes, le Conseil a aussi de grandes préoccupations concernant leur représentation dans les STEAM, donc les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, à la fois aux études, mais aussi en emploi. Alors, donc, juste pour vous montrer depuis combien de temps ça intéresse le Conseil, en 1984 déjà, il y avait des écrits du Conseil qui disaient « Les cheminements scolaires des filles les conduisent encore aujourd'hui à l'exercice de métiers et de professions traditionnellement féminins. » En 91, les garçons sont plus nombreux à abandonner leurs études dès le secondaire et ils sont moins nombreux aussi à passer aux études supérieures et à y persévérer. De la même façon, en 2019, dans notre dernier avis universitaire, on a noté, et on l'a noté aussi au niveau collégial, un accès plus faible, une réussite moins grande pour les garçons, mais aussi un phénomène de massification ségrégationnelle, enfin, une massification la précédente, au niveau donc de la représentation des femmes, au niveau technique, au niveau des STEAM, physique, sciences de la nature, et je reviendrai. Voici ici donc une représentation de la proportion des hommes et des femmes. Vous voyez qu'au baccalauréat, effectivement, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. À la maîtrise aussi, l'écart est encore important au niveau de la maîtrise. Au niveau du doctorat, il n'y a pas d'écart entre les hommes et les femmes. Donc, c'est la représentation des deux genres. Si on regarde par domaine d'études pour l'année 2017-2018 pour l'ensemble des universités du Québec, alors vous voyez finalement baccalauréat, génie et doctorat avec des couleurs différentes. Vous voyez les femmes en génie, en informatique, un domaine qui nous intéresse dans ce colloque, en physique. Dans les autres domaines, si on regarde tous les autres domaines, en fait, elles sont bien représentées. Mais dans ces domaines-là, non. Si on regarde maintenant au niveau du Canada, la représentation des femmes en physique, informatique, génie et mathématiques. Alors, vous voyez qu'au niveau du baccalauréat, les femmes sont beaucoup moins représentées, maîtrise aussi, PhD, comme professeur aussi, donc professeur adjoint à l'université, professeur agrégé, et comme professeur titulaire à l'époque, 9% seulement des femmes étaient professeurs titulaires dans ces domaines-là au Canada. Donc, un écart assez important qui est à ce niveau-là.
Alors, l'importance des femmes dans les STEAM. Alors, du côté des conditions salariales, il y a une étude de McKinsey en 2017 qui montrait vraiment que les salaires des gens qui travaillent dans le domaine des STEAM augmentent leur pouvoir d'achat. Mais évidemment, j'essaie simplement de pouvoir enlever le... Oups, excusez-moi, c'est que j'essayais de pouvoir enlever mon... attendez. C'est là. Bon, j'arrive pas à voir à la droite de mon écran. Donc, oups, il y a encore une fois ici. C'est là. Bon. Alors, donc, le pouvoir d'achat, évidemment, les personnes qui travaillent en STEAM, c'est toujours plus grand. On parle en fait d'un écart de 12% de salaire qui serait plus élevé pour les gens qui travaillent en STEAM, mais les femmes sont encore minoritaires dans ce domaine-là. Et puis, un autre état de fait, c'est que malgré le haut taux de diplomation universitaire des femmes, elles obtiennent souvent un salaire qui est plus bas que celui des hommes pour le même diplôme. Alors, le Conseil du statut de la femme avait montré que quel que soit leur niveau d'études, les femmes reçoivent à leur entrée sur le marché du travail un salaire moyen qui est inférieur à celui des hommes. Et vous l'avez vu plusieurs fois maintenant parce que j'ai fait quelques petits sauts. Alors, voici le salaire horaire moyen pour les hommes et les femmes selon l'âge et le degré de scolarité le plus élevé obtenu au Canada en 2015. Alors, ça ici, ce sont les diplômés des études de maîtrise et doctorat. Alors, ce sont les hommes, les femmes, et ici, c'est au niveau du bac. Alors, vous voyez l'écart quand même d'échelle salariale au point de vue général. Alors, quand on pense aussi par-dessus ça, le fait que les femmes ne soient pas dans les domaines comme les STEAM, le problème s'accentue. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant en termes d'équité de genre et le numérique? Alors, on a une publication qui est sortie récemment, donc qui s'appelle « En est-il du numérique? Le numérique, une culture genrée ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous le savez tous, des centaines de milliers d'emplois qui sont liés au domaine du numérique vont être créés dans le monde au cours des prochaines décennies. Et selon Schmock de 2017, il sera impossible de les pourvoir sans la contribution des femmes. Et j'ai ici extrait une citation d'Isabelle Collet, qui est extrait des Oubliés du numérique. Et donc, je n'arrive pas à la lire au complet, mais faire porter au groupe exclu la responsabilité de son exclusion, ça peut témoigner d'une certaine naïveté, ou pire, d'une certaine, ce que je n'arrive pas à lire, mais ça a l'avantage de préserver la bonne conscience de celles et ceux qui sont inclus. Alors, il faut, je pense, vraiment reconnaître la responsabilité du fait que les femmes ne sont pas présentes dans le monde du numérique. Qu'en est-il de l'état de la situation au Québec? J'ai commencé à vous donner des chiffres pour les STEAM, mais quand on regarde aussi au niveau des techniques d'électronique et d'informatique, ce sont 5% des inscriptions pour l'année 2018-2019. Baccalauréat en informatique, 19%. Baccalauréat en génie informatique, 16%. Et on a moins de 20% de représentation dans les professions du numérique. Alors, en plus d'être moins nombreuses à suivre des formations au niveau du numérique, les femmes ont tendance, au niveau, pas seulement au Québec, à travers le monde, et surtout, en fait, surtout dans le monde occidental, les femmes ont davantage tendance à laisser le domaine. Alors, c'est une tendance qu'on voit beaucoup en Europe, qu'on voit beaucoup en Amérique. Il y a plusieurs raisons qui sont invoquées, les biais de genre, discrimination. On a tous entendu des choses qui se passaient, par exemple, chez Google ou autre, une forme de harcèlement, des plus faibles possibilités d'avancement et donc des salaires aussi qui sont plus faibles par rapport aux gens, aux hommes finalement, pour un travail égal. Alors, donc, et ça, c'est extrait d'un rapport de l'UNESCO. Quels sont les obstacles au parcours éducatif? On parle souvent des stéréotypes de genre qui sont associés au numérique. Alors, les stéréotypes qu'on voit vraiment, surtout, comme je le disais, en Occident.
Le numérique est souvent associé à des stéréotypes plutôt masculins, avec peu d'interaction sociale. On a le phénomène où on parle souvent du geek, qui est un garçon solitaire, peu sociable. Donc, les filles et les femmes ont peut-être moins tendance à s'identifier à ce modèle-là. Dès l'âge de 6 ans, les filles sont plus susceptibles que les garçons à accorder une plus grande intelligence à l'autre sexe. On parle de la menace du stéréotype. Et dès qu'on intègre cette notion-là, finalement, on arrive à être moins performante. Et c'est prouvé dans des épreuves qui ont mesuré ça de façon contrôlée. Donc, les personnes à qui on dit ben, vous êtes moins bon que l'autre groupe, ben, vont performer moins bon que si on leur avait dit vous allez être meilleur que l'autre groupe. En général aussi, ce qu'on voit, c'est que les adolescentes reçoivent moins d'encouragement de la part de leur famille pour développer des habiletés en informatique. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène universel? Pas du tout, vraiment pas. Alors, en fait, les femmes ont été pionnières du numérique. On parle souvent de la comtesse Ada Lovelace en 1815, de 1815 à 1852, qui aurait été la première à publier un algorithme. Donc, on parle aussi du langage informatique, donc très impliqué à ce niveau-là. En 1875, c'est bien documenté, les femmes étaient embauchées à Harvard comme calculatrices humaines parce qu'on disait qu'elles sont aussi bonnes que les hommes, puis elles coûtent moins cher. En 1940, l'informatique et les calculs fastidieux étaient vus comme un métier de femme. La NASA a recruté beaucoup de femmes calculatrices. Et vous avez tous et toutes vu les figures de l'ombre, en fait, où on voit ces femmes noires, donc, qui étaient à la base, finalement, de beaucoup des calculs qui ont permis à la NASA de grandir. Par contre, contrairement à l'Europe de l'Ouest, contrairement aux Amériques, le nombre de femmes qui choisissent les sciences informatiques est en hausse au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie, en Afrique subsaharienne. Et les raisons qui sont invoquées, c'est vraiment parce que les gens disent ben, c'est un travail sécuritaire, je peux travailler de la maison, à l'intérieur, puis il n'y a pas d'exigence physique. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'un phénomène universel. Qu'en est-il par rapport à l'intelligence artificielle? On sait tous que l'intelligence artificielle influence les résultats de nos recherches sur le web à travers des algorithmes qui sont capables d'apprentissage. Donc, les réponses, on le sait aussi en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est souvent conditionné par les intentions qui peuvent être conscientes ou inconscientes de la personne qui programme. De nouveau, j'essaie de voir si je peux arriver à... voilà, OK. Donc, selon le rapport de l'UNESCO en 2020, celui-ci disait « La prédominance persistante des hommes dans ce secteur ne fait que perpétuer les disparités et exacerber les inégalités entre les genres, car les biais conscients sont reproduits et intégrés aux algorithmes et aux systèmes d'intelligence artificielle. » Vous vous souvenez très bien, sûrement, en tout cas, du célèbre algorithme d'Amazon où on voulait éviter de faire des sélections d'entrevues et on voulait choisir les meilleurs CV, mais finalement, les CV qui étaient choisis étaient ceux de candidats blancs masculins parce que finalement, c'était surtout ça qui avait été, surtout ces gens, ce groupe qui avait été embauché parmi les premiers emplois qui avaient été donnés. Un autre cas que j'aimerais mentionner aussi, la fameuse traduction automatique de discours. Alors, il y a Londa Schillinger de Stanford qui raconte avoir donné une conférence en Espagne. Et puis, donc, à son retour, elle voulait voir la traduction qui en avait été faite par Google. Et puis là, elle a réalisé que toute la présentation était donnée par un homme. Alors, quand on parlait d'elle, on parlait de lui. C'était lui qui avait dit telle chose. Elle a évidemment communiqué avec Google, qui lui a dit que c'était extrêmement difficile de corriger la situation. Alors, parce que c'était par défaut, c'était toujours un homme qui faisait des présentations scientifiques. Elle a insisté, mais ça a mis près de 2 ans pour pouvoir être corrigé. Alors, voyez-vous donc ces petites choses. Si on regarde aussi toujours en intelligence artificielle,
logiciel, on pense simplement au système d'assistance virtuelle. On regarde 4 grandes compagnies. Amazon qui a son Alexa, qui est une voix toujours féminine, qui est décrite comme étant intelligente, humble, parfois drôle. Microsoft, c'est une femme aussi, c'est Cortana, une personnalité compréhensive, serviable, amicale et empathique. Chez Google, il n'y a pas de nom, mais sa personnalité est décrite comme humble, prête à aider, parfois taquine. Et chez Apple, c'est Siri, aussi une femme. Sa personnalité serait serviable, avec un esprit de camaraderie, décidée, sans excès, chacun à sa place, et enfin heureuse, mais pas caricaturale. Alors, donc, et si on regarde, il y a une étude aussi qui a été faite par Yagoubi en 2020, il y a quand même des cultures masculines et féminines du numérique au Québec, mais il y a des ressemblances aussi chez les jeunes de 14 à 23 ans, quelques ressemblances. 80% des jeunes utilisent les technologies numériques pour se divertir. 65% pour s'informer, 50% pour se former, et ces chiffres-là sont comparables chez les garçons et les filles. Quelques différences, les jeunes hommes font plutôt des jeux en ligne, alors que les jeunes filles vont faire plutôt des activités sociales et du partage de contenu. Les jeunes hommes vont se servir surtout des ordinateurs, alors que les jeunes filles, ce seront surtout les cellulaires. Les jeunes filles vont avoir tendance à s'en servir surtout pour travailler. Les jeunes hommes manifestent de l'intérêt pour l'informatique indépendamment de la profession des parents. Donc, ça, c'était un des résultats de l'étude, alors que les jeunes filles vont avoir cet intérêt quand l'un des parents, que ce soit la mère ou le père, exerce une profession technique ou scientifique. Alors, il y a quand même des modèles, des interventions et des activités de recrutement qui pourraient permettre de favoriser l'insertion des filles et des femmes dans le monde numérique. Alors, bon, il faut évidemment briser les stéréotypes, mais il faut faire attention aussi quand on veut briser les stéréotypes et amener les femmes à la science. On voit beaucoup de choses où on voit de la science allégée, où on voit les garçons qui vont faire des activités optiques ou de l'exploration de l'espace, alors que chez les filles, on leur propose la science dans des boîtes roses pour fabriquer du maquillage et du parfum. Et sincèrement, ça, c'est sûr, vous pouvez trouver ça sur plusieurs sites. Et je pense à un magasin de jouets très connu dans la région de Québec où, si vous allez dans la section des filles, c'est en rose, section des garçons, bon, c'est en bleu, mais la science n'est que du côté des garçons. Alors, d'autres, il y a quand même de beaux mouvements qu'il faut nommer. Il y a le mouvement, par exemple, le mouvement montréalais, les filles et le code, sous l'égide de Concertation Montréal, puis ils cherchent depuis plusieurs années à outiller les jeunes filles pour leur donner le goût d'aller dans ce domaine-là. L'exposition des mentors féminins est favorisée par ce mouvement-là. Selon Google, il y a des facteurs qui sont déterminants, il faut le savoir. L'exposition au numérique dans le milieu scolaire, ce serait vraiment un des facteurs déterminants. Et selon Collet, ce serait le facteur principal de recrutement à la fois des filles et des garçons en numérique. Le soutien de la famille est extrêmement important, puis la perception de leur capacité. Donc, savoir qu'on est capable finalement de réussir dans ce domaine-là. Alors, il y a aussi des initiatives qui peuvent être prises. En particulier, je voudrais vous parler de 2 initiatives auxquelles j'avais participé vraiment de façon très étroite lorsque j'étais directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Je m'excuse de vous interrompre, seulement pour annoncer qu'il reste 5 minutes à la présentation avant les questions. Très bien. Alors, le premier, c'était le projet SAGA, qui est un projet de l'UNESCO et qui a permis au gouvernement du Québec de participer à ce projet-là. Et ça consistait à, bon, l'objectif était de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans les STEAM. On a fait une consultation auprès de 150 organisations, on a proposé une centaine de mesures qui ont permis finalement de faire des recommandations spécifiques. J'avais aussi co-organisé avec le CRSNG la conférence internationale Gender Summit, où vous voyez qu'il y avait la ministre qui était là, la ministre fédérale, et qui a donné lieu finalement
à la création du programme Dimension au fédéral et à la création d'un poste d'équité, diversité et inclusion au Fonds de recherche du Québec, parmi les autres, parmi certaines des recommandations qui avaient été données. Alors, diversité aux 1000 visages, j'ai parlé que des hommes et des femmes, mais parce qu'on a très, très peu de données sur la représentation des minorités culturelles, des Premières Nations et des Inuits. Et je vous rappellerai que pour l'UNESCO, selon le consensus de Beijing sur l'intelligence artificielle, elle devrait être conçue de manière éthique, non discriminatoire, équitable, transparente et vérifiable. Alors, on a encore beaucoup de chemin à faire. C'est mes dernières diapos, juste pour vous parler du Conseil supérieur de l'éducation et son implication dans le numérique. Comme je vous le disais, on a travaillé depuis 2 ans sur un rapport sur l'état des besoins en éducation qui porte vraiment sur l'éducation numérique. Et il y a beaucoup de travaux produits par la permanence qui sont de bonne qualité, qui sont là pour alimenter les travaux à la fois du comité et du conseil, et on a décidé de les publier. Alors, voilà quelques-uns des travaux qui ont été publiés en avril 2020, donc depuis le début du confinement. Définition et modalité de la formation à distance. En mai 2020, discours, imaginaire et représentation sociale du numérique en éducation. En août 2020, les discours sur le temps d'écran, valeurs sociales et études scientifiques. En septembre 2020, le numérique, une culture genrée. Donc, je vous en ai parlé suffisamment aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui même, on vient de sortir un autre document qui s'appelle « État des connaissances sur l'apprentissage et la pratique de la programmation informatique en contexte scolaire ». Et tout bientôt, donc la semaine prochaine, l'intelligence artificielle en éducation, un aperçu des possibilités et des enjeux. Et enfin, très bientôt, nous allons remettre le rapport sur l'état et besoins de l'éducation, éduquer au numérique. Donc, c'est un passage, plutôt que d'éduquer par le numérique, on suggère d'éduquer au numérique. Et donc, ce sera déposé au ministre de l'Éducation qui, lui, devra le déposer dans les 30 jours à l'Assemblée nationale. Donc, très bientôt, vous pourrez avoir accès à ce rapport qui, j'espère, sera d'intérêt pour vous. Voilà, donc pour consulter la publication du Conseil, j'ai mis ici en version électronique l'adresse où les consulter. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Lassonde, pour cette présentation très éclairante sur l'éducation au numérique et de façon inclusive. J'ai 2 questions que je vais combiner ensemble, une de Barbara avec un spectateur anonyme. On parle beaucoup lors de la présentation et même dans les recherches, je généralise pour ma part, sur les distinctions entre hommes et femmes. Qu'en est-il pour les communautés ethniques et même pour les personnes souffrant d'un handicap? Oui, c'est exactement, attendez, je vais arrêter de partager mon écran. C'est exactement une des diapos que j'ai mises à la fin, c'est qu'on a quand même beaucoup de données concernant la présence des hommes et des femmes. D'accord, mais on a très, très peu de données et c'est la même chose au niveau du Canada tout entier. Ce n'est pas que le Québec, là, on a très, très peu de données au Canada et ailleurs sur la représentation de minorités culturelles, de personnes avec des handicaps ou de personnes, donc des Premières Nations, des Inuits. On n'a pratiquement pas de données. C'est quelque chose à vraiment on doit se pencher là-dessus finalement. Et justement, pour faire du lien avec une question à Diane, est-ce que ça serait une de ces stratégies-là pour d'abord étudier le terrain pour voir comment on peut combler ces inégalités-là? En fait, la question plus particulièrement est quelles seraient les stratégies par rapport aux inégalités de salaire entre hommes et femmes? Et excusez-moi, j'ajouterais même quant aux avantages sociaux qu'il y a plus présents d'habitude chez les hommes. La question, vous me demandez ce qu'il faudrait faire ou je n'ai pas très bien compris la… Merci de me demander de reformuler. En fait, la question, c'est quelles seraient des stratégies ou des pistes de réponse pour mieux combler ce fossé-là entre les genres? Oui, en fait, j'ai essayé peut-être trop rapidement vers la fin de la présentation de dire qu'il faut briser les stéréotypes et ça très tôt dans la vie. Il y a de très beaux efforts qui sont faits, par exemple, le mouvement Montréal, le Code et les filles de Montréal. Vous avez beaucoup d'autres initiatives aussi qui sont faites
il s'agit vraiment de briser le stéréotype où si vous regardez, par exemple, dans Google, autrefois, quand on faisait, il y a une dizaine d'années, si on demandait de faire une image d'un scientifique, d'un ou d'une scientifique, bon, enfin, du scientifique, mais c'était que des hommes qui apparaissaient. Maintenant, c'est 10% de femmes. Mais voyez-vous, à force aussi d'avoir une représentation féminine diversifiée aussi de la science, à ce moment-là, ça aussi, ça peut briser les stéréotypes. Il y a l'attente des parents aussi. Vous l'avez vu dans des pays, par exemple au Moyen-Orient, les parents encouragent les jeunes filles à aller en génie, à aller en informatique parce que ce sont des positions qui sont sécuritaires, donc des emplois sécuritaires et tout. Il y a plusieurs choses à faire et certainement aussi, moi je parlais surtout des femmes, mais il ne faut pas se limiter à ça. Il faut qu'on ait une représentation diversifiée au niveau du numérique et qu'on aille chercher une représentation de toutes ces... Nous, on n'est pas une minorité, les femmes, mais les autres minorités culturelles, vraiment comme la question le soulignait finalement, la représentation d'avoir des gens avec des handicaps, donc d'avoir des gens aussi des Premières Nations, parce que là, encore une fois, on peut avoir des biais conscients qui peuvent être transférés par les algorithmes si on n'a pas une représentation vraiment diversifiée des gens qui font la programmation. Merci, c'est très éclairant. Et si une autre stratégie proposée par Bardot, excusez-moi, ça serait de procéder par un système de quotas pour assurer une représentativité des femmes au numérique. Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable? Vous savez, il y a deux écoles là-dessus. Il y a des gens qui n'aiment pas la question des quotas parce que on va dire finalement, bon, les personnes qui ont été embauchées sont moins bonnes. Elles n'auraient pas eu le poste, ces personnes-là, s'il n'y avait pas, si elles avaient été comparées à d'autres. C'est une école de pensée. Il y a des endroits vraiment où je pense, c'est comme on peut donner quelques exemples. L'université de Ryerson. Ryerson, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé leur population étudiante. Ils ont vu qu'on a peut-être 10% de représentation afro-américaine, on a 2% d'Autochtones, bon, tel pourcentage d'étudiants venant d'autres diversités culturelles. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se donnent comme objectif d'avoir dans chaque département une proportion qui représente, qui reflète la proportion des étudiantes et des étudiants. Et le vice-recteur et la vice-rectrice plutôt à l'équité, diversité et inclusion a un certain nombre de postes qui peuvent être assignés pour combler des postes pour permettre l'embauche de gens qui vont finir par donner une représentation équitable, représentative en tout cas du type de clientèle étudiante qu'ils ont. Alors ça, ce sont de très, très belles initiatives. Il y en a plusieurs, en fait, de ce genre-là. Mais encore une fois, c'est parfois, il y a des gens qui refusent d'avoir des quotas. Donc, il y a certains risques. Maintenant, vous voyez un visage auprès de la personne qui parlait comme animateur. Donc, de ce que je comprends, il y a certains risques de procéder par une stratégie de quota ou même directement avec la discrimination positive, peu importe que ce soit par quota ou sinon. Est-ce qu'il y aurait, comment que je pourrais dire? En fait, je vais y aller directement avec la question de Jean-François Vizina, qui est pourquoi reste-t-il des inégalités salariales pour les mêmes professions? Je crois qu'il l'entend ici plus dans les domaines sociaux comme en santé ou en éducation. C'est pourtant réglé dans quelques domaines. Excusez, avec un point d'interrogation. C'est une question qui demeure, hein, finalement, au niveau du gouvernement. Oui, il y a au niveau des emplois des fonctionnaires et tout ça, et des hauts fonctionnaires, la question a été réglée. Mais dans le domaine privé, on a moins d'influence probablement. Et c'est quelque chose qu'on continue d'observer. Alors, il faut pouvoir essayer de combattre ça, mais c'est difficile. Et puis, pour revenir juste à la question des quotas, je vais vous donner, quand on avait organisé le Gender Summit en 2017, on avait eu le PDG de Via Rail. Il nous avait dit, bon, Via Rail, il y a plein de femmes qui voyagent. Et sur mon conseil, dans mon
comité aviseur, dans les hauts postes de Via Rail, il n'y a pas de femmes. Alors, je leur ai dit, prochaine fois qu'il y a un poste de direction qui s'ouvre, vous pouvez m'apporter la candidature d'un homme, mais il faut que vous me donniez les raisons pour lesquelles vous n'avez pas engagé de femmes. Et depuis ce temps-là, ben, finalement, quand lui était présent, ben, ils ont eu l'équité au niveau de la représentation des postes de direction, dans les postes de direction. Et donc, évidemment, c'est ce qu'il faut chercher à faire, mais encore une fois, donc je vois par des commentaires qui arrivent, là, que certains étudiants peuvent se sentir brimés s'il y a des quotas. Donc, alors, voyez-vous, ça demeure quand même assez ouvert. Il faut vraiment qu'on ait une discussion de fond là-dessus. Mais je pense, et puis c'est toujours la position du conseil, on a toujours une vision qui est un peu écosystémique et on se dit il faut commencer très, très, très tôt. Alors, si on commence dès le jeune âge à briser les stéréotypes, ben, on va avoir l'évolution des filles, des garçons qui va être semblable, puis on va aller chercher aussi la diversité autrement aussi en essayant de motiver des carrières de ce style-là également chez les minorités culturelles, les personnes handicapées ou les Premières Nations. Donc, de comment je comprends, c'est un changement de culture en partant par les jeunes d'abord et qui deviendront adultes et qui ensuite éduqueront les futurs jeunes de demain. Sinon, une question plus technique, ce serait, est-ce que vous pouvez fournir le lien et les titres des précédents rapports que vous avez présentés à à la dernière diapositive de la présentation? Oui, vous avez, j'ai envoyé, ça peut être partagé avec vous tous et toutes, dans ma présentation sous forme PDF et vous allez retrouver toutes les diapositives et toutes les références. Et puis à la dernière diapositive, vous aurez le site, l'endroit où vous pouvez consulter chacune des publications que j'ai nommées. Justement, Marie-Josée vient de publier le lien sur la conversation, donc il est tout accessible. Ce qui va, avec une dernière question, j'y vais à la va-vite comme ça. En fait, ce serait juste pour répondre à un commentaire. Tout à l'heure, j'ai mentionné que les personnes, j'ai affiché mon visage, désolé. J'ai plutôt énoncé qu'une personne pouvait souffrir d'un handicap, mais c'est une personne qui vit avec un handicap. On ne va pas y aller avec de la discrimination ici. Donc, une personne qui vit avec un handicap. Je suis désolé si ça a offensé certaines personnes par rapport à ça. Et Oui, il y a juste pour revenir à ça, je pense oui, qu'un des plus beaux, une des plus belles présentations que j'ai vues, justement, un Gender Summit qui était en Corée, c'était IBM qui avait engagé une personne qui avait, en fait, une ingénieure qui était non-voyante et qui a développé des systèmes qui permettent aux non-voyants de se déplacer dans l'espace. Alors, avec des caméras intégrées qui permettent vraiment, là, donc, voyez-vous, et si on n'avait pas, c'est une personne avec un handicap qui avait travaillé chez IBM, on n'aurait pas pu trouver ces solutions-là, mais on n'aurait même pas pensé au problème. D'où l'importance d'avoir une diversité à tous les niveaux. et d'avoir une certaine vision écosystémique, du moins pour pouvoir embrasser ces façons d'adopter ces stratégies-là pour avoir une éducation qui est au numérique, qui est inclusive. Donc, Tout à fait. merci énormément, Madame Lassonde, pour cette présentation et cet échange. Je suis désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui ont été sur le module QAR. Mais si vous voulez poursuivre la discussion, dans le lien sur le programme, il y a un lien pour aller directement dans les salles, les corridors du numérique où vous pouvez accéder. Je vais également le glisser dans le chat. Donc, sinon, la prochaine présentation aura lieu dans quelques minutes. Donc, je vais mettre la transition. Donc, merci encore, Madame Lassonde, et merci à tous. Merci à vous.